Et là, je me suis retrouvée exactement devant une page blanche et je me rappelle cette sensation de vertige qui au début était un peu flippante, mais c'était grisant en fait. J'étais super excitée, j'étais là, en fait maintenant c'est mes choix et c'est ma vie et c'est la première fois que je choisis vraiment par moi-même et pour moi. Bienvenue dans De Vraies Vies, le podcast qui vous embarque pour des aventures inspirantes et des rencontres exceptionnelles. Je suis Anastasia, votre guide curieuse et passionnée de voyage. Dans ce podcast, je vous dévoile les récits fascinants de femmes audacieuses qui ont embrassé le pouvoir du voyage pour transformer leur existence. Ici, pas de clichés, juste des histoires captivantes qui donneront des ailes à vos rêves et du carburant à votre esprit. Ensemble, nous allons explorer les confins du globe, mais surtout les confins de l'âme humaine. Car mes invités vous feront découvrir comment le voyage peut être bien plus qu'un simple changement de décor. Si vous vous demandez comment tout plaquer pour réaliser vos aspirations les plus folles, comment embrasser l'inconnu sans perdre pied, ou simplement comment adopter une vision nouvelle de la vie, alors vous êtes au bon endroit. Prête pour l'exploration ? Allez, on embarque. Pour ce nouvel épisode, j'ai une question à vous poser. C'était quoi votre passion d'enfant ? Le truc sur lequel vous pouviez passer des heures sans être perturbé. Mon truc à moi, c'était dessiner. Je pouvais passer des heures dans ma chambre au lieu de réviser, à dessiner sur des feuilles blanches des espèces de petits personnages. J'avais même créé une espèce de BD, c'était une histoire d'un lapin humain. Bref, une longue histoire. J'ai continué un peu, et puis la vie a fait que il a fallu se concentrer sur les études et puis sur le travail. Pour mon invité du jour, l'histoire est similaire, à la différence près que elle a repris ses crayons et ses couleurs. Et aujourd'hui, elle est bien décidée à coloriser le monde. Cette invitée, c'est Alaya. Dans cet épisode, on parle de la redécouverte de sa passion d'enfance, du voyage comme source d'inspiration et de l'impact des voyages sur la passion pour l'écriture et le dessin. Et oui, Alaya trouve son inspiration dans les rencontres, les histoires et les paysages. Et enfin, la recherche de l'épanouissement en changeant de vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alaya. Bonjour Anastasia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour nous raconter un petit peu ton parcours dans De Vraies Vies. Je suis ravie de te recevoir ici, sachant que c'est la deuxième fois qu'on se parle. Oui. 1 an et demi après donc la première interview. Et en fait, t'as eu beaucoup de changements dans ta vie, donc on va voir un petit peu tout ça. Et on va parler aussi de ta reconversion, puisque tu es vraiment passé d'un extrême à l'autre. Parce que spoiler alert, donc t'es passé de ingénieur à artiste peintre. Et on va voir comment ça s'est passé tout ça. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton enfance ? Oui, alors mon enfance, elle a été en 2 phases. Donc au début, j'étais une enfante très timide, très introvertie. J'adorais l'école, j'étais super bonne élève, j'avais des bonnes notes. Et à côté de ça, j'aimais tout ce qui était créatif, tout ce qui était manuel. Donc je faisais des poteries, je dessinais, j'écrivais des histoires. Et ça, on va dire que ça a été jusqu'à la fin du collège, voilà. Ok. Et à quel moment, donc tu me parlais du dessin, parce que tu t'es reconvertie là-dedans. Ça a été tout de suite naturel pour toi ? Est-ce que tu as eu dans ta famille des exemples ? Comment c'est venu à toi le dessin ? Je pense que c'était assez naturel. J'aimais faire ça, en fait. De base, j'avais ça en moi. Et en plus, j'ai 2 grandes sœurs qui ont 8 et 11 ans de plus que moi, qui dessinaient elles aussi, donc ça m'a toujours beaucoup inspirée. Elles avaient beaucoup d'imagination aussi, donc j'ai un peu suivi les traces et je suis allée un peu plus loin, on va dire. Il y avait un peu ce truc de faire comme les grandes sœurs, quoi. C'est ça, complètement. C'était vraiment des modèles, elles étaient plus âgées, enfin je les admirais vraiment et voilà, si je les voyais dessiner, je voulais faire comme elles. Voilà, donc ça on va dire que c'était jusqu'à la 3e. Mais par contre, à cette époque, j'ai un peu souffert, entre guillemets, de ce côté introverti, où j'avais beaucoup de mal pour aller vers les autres. J'avais beaucoup de mal à me faire des amis. Et je comprenais pas trop, en fait, pourquoi, à l'école, on donnait pas trop d'attention aux enfants qui étaient bons élèves et tout. Et je suis arrivée au lycée. Et là, j'ai exploré quelque chose de complètement différent, où je suis allée beaucoup vers les autres. Je me suis fait beaucoup d'amis et je me suis rebellée contre le système scolaire
Et je séchais les cours. Ah ouais. Ouais, complètement. Et c'est un truc que t'as conscientisé en mode tu t'étais au collège, j'étais trop timide, du coup j'avais pas d'amis, donc t'avais envie de le changer, ou c'est venu naturellement parce que tu t'es rebellée C'est venu d'un coup en fait. Je pense que j'en avais conscience, mais je le maîtrisais pas du tout. C'était, je peux être un peu intense, donc ça a été un extrême, et après ça a été l'autre, et je suis allée à fond dedans. Bon, écoute, c'était tes parents qui devaient être ravis. Oui, ils se sont beaucoup inquiétés à l'époque, désolée. La crise d'ado, quoi. Et du coup, donc, tu t'es dirigée après ça vers un diplôme d'ingénieur, donc en aéronautique. Comment t'as choisi de suivre ce parcours-là? Comment t'as choisi de faire ces études-là? Oui, alors je suis partie en S. En fait, rapidement, en fait, avec mon délire au lycée, je me suis mis en échec scolaire, on va dire. Mais j'étais complètement paumée, je savais pas ce que je voulais faire, mais je m'étais dit, tu vas quand même aller en S et faire des études scientifiques et obtenir un bac +3 ou +5, parce que j'avais bien compris que ça allait m'ouvrir des portes dans la vie, que la société aimait bien ça et tout. Donc je m'étais dit, bon, allez, je vais partir là-dedans. Seulement à l'époque, personne n'y croyait, que ce soit mes profs, mes parents. Ils me disaient elle est complètement siphonnée. 5 ans qu'elle n'y arrivera pas. C'est ça, exactement. Mais j'avais cette petite intuition que j'étais juste dans une phase et qu'il fallait que j'aille plus loin. Donc voilà, tant bien que mal, j'arrive à la fac et là je raccroche les wagons au bout de quelques temps. Et du coup, je me dirige vers des études scientifiques, toujours dans cette optique de me garder le plus de portes ouvertes. Ok, donc tu savais pas forcément ce que tu voulais faire, mais tu savais que S et études scientifiques, ça allait t'ouvrir des portes, quoi. Voilà, tout à fait. Et je me suis dit, je gagne du temps, en fait, je me laisse le temps et ça va me permettre de me trouver, de prendre en maturité, de rencontrer du monde et d'avoir un peu une idée de qu'est-ce que je voulais faire comme métier dans ma vie. Parce qu'à l'époque, je savais pas du tout. Donc, je crois qu'on est nombreux. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est très dur, je trouve, ce moment de la vie de trouver. On te dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? T'as 13 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? On n'a aucune idée, quoi. Et le voyage dans tout ça, est-ce que tu avais déjà des envies de voyage? Est-ce que tu voyageais beaucoup en famille? Comment est-ce que c'est venu, ça, à toi, le goût du voyage? C'est venu très jeune, en fait, parce que avec mes parents, on a fait des trucs très cool. Où, par exemple, on est parti en Autriche en voiture, en road trip, en vivant au jour le jour. Après, on était parti en Roumanie dans un cadre d'échange avec un village. Donc, on a vécu avec l'habitant. On les a reçus aussi en France. On a fait des voyages en camping-car. Donc, très jeune, en fait, j'avais ce truc où je ressentais ce sentiment de liberté, d'inconnu. Et voilà, c'était une bouffée d'oxygène déjà petite. Et c'est en arrivant à la fac que je comprenais pas trop. Je me disais, ok, je fais des études, mais je m'ennuie un peu. Je suis pas très sûre de moi. Je vois plein de gens voyager autour de moi. Voilà, j'ai très envie de partir aussi. Donc pendant mes études, c'était très fort. J'étais là, bon. Et ça a été une forme de compromis avec moi-même, de pacte avec moi-même. C'était, ok, tu vas pouvoir voyager, mais d'abord tu valides ton diplôme, tu vas jusqu'au bout, et après tu auras ta récompense en gros. Est-ce que c'est toi-même qui t'es dit ça, ou est-ce que tu penses qu'il y avait aussi la pression des autres, société, de dire fais ton bac +5, va jusqu'au bout de tes études, ou est-ce que c'est vraiment toi qui t'es dit non, écoute, je vais aller jusqu'au bout et après on verra? C'est sûr que l'influence de la société, elle y était, ou quelque part, on se dit quand on est jeune, on sait pas trop, ça rassure de se dire on va avoir un diplôme et tout. Mais après, c'est vraiment venu de moi parce qu'au contraire, les adultes autour de moi me dissuadaient à faire des études au départ parce que voilà, ils voyaient que j'étais un peu, j'aimais pas trop ça, que je m'ennuyais. Mais c'était dans ma tête, c'était ok, tu valides ça et voilà, ça te fait une sécurité. Et voilà, c'est vraiment avec moi-même que j'ai passé ce pacte et je me suis dit bon, tu sais pas, au moins tu fais ça, au moins t'auras avancé dans ta vie. Et derrière, tu fais ça. Parce que j'avais peur de partir voyager et qu'est-ce que j'allais faire comme travail, comment j'allais financer ce voyage et tout ça. Et voilà, j'étais encore un peu jeune, je pense. Et ingénieur, tu me disais, parce que il me semble que c'est ton papa, c'est ça, qui est ingénieur. Mais au final, c'est toi qui t'es fait confiance, en fait. Complètement.
Complètement, j'ai toujours écouté mon intuition en fait. Ça a été ça, ouais. Et ça a toujours été des compromis entre, tu sais, ce que je pensais être bon pour moi et ce que j'avais envie de manière un peu limite impulsive. Et voilà, j'avais toujours cette espèce de contrat avec moi-même. Ok, on va faire ça, mais on va faire ça aussi. On va essayer de trouver un équilibre entre les deux. Donc raisonnable, quoi. Ouais, raisonnable, pas toujours très bien calibré, parce que comme je te disais, des fois je peux être un peu intense, mais cette histoire de dire ok, on va faire des compromis, on va y aller pas à pas, et on va peut-être essayer de faire les deux. On sait pas trop comment, mais on va essayer de tout faire, quoi. Et puis vu que tu t'écoutes, en fait, si à un moment donné tu te rends compte que le chemin que t'as choisi te va pas, est-ce que je sais pas d'ailleurs, c'est une question. Est-ce que tu vas au bout en te disant non, c'est bon, je me suis dit que que je faisais ça, donc j'y vais, ou est-ce que tu t'accordes le droit de recommencer ou de, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement. Alors je pense que à l'époque, j'allais au bout parce que j'avais beaucoup à me prouver et j'avais rien d'acquis. Donc je me disais ok, il faut que t'apprennes la discipline, faut que t'apprennes d'aller au bout de ce que tu dis, etc. Aujourd'hui, si je commence à prendre une voie et que je vois que c'est fausse route, bah ok, allez, on arrête les frais, plus de temps à perdre. Mais parce que voilà. Et puis comme tu dis, si les adultes autour de toi ne croyaient pas en toi, t'étais obligé d'aller au bout pour leur prouver aussi un peu. Bien sûr, il y a toujours un peu ça. J'ai réussi. Je l'ai fait. C'est ça. Et tu dis que t'avais besoin de mûrir avant de partir en voyage. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de... Parce que pourquoi t'avais ce besoin-là pour toi de mûrir avant de partir Ouais, je pense que je savais pas du tout qui j'étais. J'avais besoin de rencontrer beaucoup de monde. Je sortais beaucoup. J'avais aucune idée de ce que je voulais. Et voilà. Et il y avait la question, ouais, comment j'allais financer ce voyage et tout ça. Il y avait vraiment cette question un peu de professionnelle qui était omniprésente dans mon quotidien. C'est qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour gagner ma vie? Et ça me tracassait beaucoup, je me rappelle à l'époque. Ok. Parce que envie d'indépendance rapidement. Enfin, tout le monde en a envie. Complètement, ouais. Complètement. De liberté financière. Et voilà, j'avais vraiment cette croyance de me dire, si j'ai un diplôme, au moins, c'est une sécurité et on verra ça, après, quoi. Voilà, c'est ça. Mais donc, tu finis par être diplômée, tu as ce master, et tu vas donc décider de pas commencer tout de suite à travailler, mais de partir en voyage. Tu vas partir, il me semble, en Australie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période-là? Comment est-ce que tu t'es décidé à pas te lancer tout de suite dans un CDI, mais commencer à voyager après tes études, etc. J'ai refait la même, en fait, où j'ai eu mon diplôme, tout le monde était très content. Moi, j'étais bon, c'est bien, j'ai mon diplôme. Et j'ai dit, je pars voyager. J'y vais. J'avais l'Australie en tête depuis longtemps. Je pars. Et ça a été la même. Mes parents, ils m'ont plutôt soutenue à ce moment-là, mais ça va être, c'était qui? C'était le directeur de section de ma promo, de master. Pareil, des adultes ou même peut-être d'autres diplômés. C'était non mais là, faut vraiment que tu partes travailler dans ta branche. T'as pas fait un diplôme pour rien. Si tu le fais pas de suite, quand tu vas rentrer, ça sera trop tard. Personne voudra de toi, etc. Et je fais mais non, en fait, j'ai pas fait tout ça pour m'enfermer direct dans un travail. Donc pareil, je vous écoute pas. Et je pars. Donc à l'époque, je vivais en appartement, en couple, voilà. Donc tout s'arrête, le diplôme, l'appart, je le lâche, le couple, page blanche. Il y a plein de questions qui me viennent. Mais est-ce que c'était un choix, ne serait-ce que le fait d'être en couple? Je sais pas combien de temps ça faisait et comment c'était, mais tu peux aussi, ça peut être aussi un frein de se dire non, maintenant j'ai mon mec, je suis installée. Tu t'es dit tant pis, j'y vais quand même, quoi. C'est ça, et je pense que en fait, je l'avais toujours su, en fait, que j'allais partir après mes études. Des fois, tu le sais intérieurement, même si c'est pas toujours conscientisé. On va dire que je pense que la relation a commencé à capoter un peu exprès 6 mois avant. Lui, il était dans la vie active depuis un moment. Moi, j'étais étudiante, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Les chemins devaient se séparer, chacun sa route. Donc voilà. Et quoi de mieux que le voyage pour... c'est clair. Mais je me rappelle de ce que je ressentais à cette époque, parce que j'avais toujours été sur des rails. Un peu n'importe comment, mais j'avais toujours été à l'école, à la fac, j'avais toujours été dans un cadre. Et là, je me suis retrouvée, exactement devant une page blanche. Et je me rappelle cette sensation de vertige qui, au début, était un peu
même un peu flippante, mais c'était grisant en fait. J'étais super excitée, j'étais en fait maintenant c'est mes choix et c'est ma vie et c'est la première fois que je choisis vraiment par moi-même et pour moi et go quoi. Et tout est possible. Tout est possible. Ça c'est assez fou. Il y a rien à perdre en fait, tu pars. Je m'étais juste dit, ok, essaye de pas rentrer dans 2 mois complètement déprimée en ayant bouffé toutes tes petites économies. Essaye juste de pas faire ça et après tu verras. Et comment t'as choisi l'Australie du coup ? L'Australie, c'est trop drôle en fait. C'était dans ma tête, c'était ce qu'il y avait de plus loin. Et j'avais une carte dans ma chambre d'enfant où je voyais l'Australie. C'était un pays qui me fascinait depuis petite parce que on n'en parlait pas trop, tu vois, c'était pas comme les autres continents et tout. C'était tout loin là. T'as cette image du soleil, du surf, des kangourous et ça m'a toujours fascinée. Et à l'époque, c'est toujours le cas, c'est très facile en fait d'avoir un visa pour partir là-bas. Et je me suis dit mais c'est parfait en fait, c'est parfait. Et le côté que ce soit très loin, je me suis dit si je pars, j'ai pas cette possibilité de faire des allers-retours et tout. Je pars pour de vrai. Je pars vraiment avec moi-même et c'est tout et on verra ce qui se passe quoi. Ouais, c'est un grand saut dans l'inconnu, mais t'as pas le choix quoi. C'est ça. Et donc c'était un PVT, c'est ça que t'as fait ? Ouais, exactement. Et est-ce que t'avais un plan ? T'as un objectif du voyage ou c'était en mode je prends mon billet d'avion, je vais sur place et puis on voit. C'était un peu ça. Après les grandes lignes c'était je voulais apprendre l'anglais parce qu'à l'école je dormais tout le temps donc je parlais très très mal anglais. Je voulais travailler, je voulais gagner de l'argent et je voulais voir des choses, rencontrer du monde et je voulais vivre des expériences. Je voulais vraiment découvrir. Et gagner de l'argent pour financer le voyage. Exactement, pour financer le voyage sur place et pourquoi pas après aussi voir un peu autour. Oui, parce qu'en Australie, j'ai jamais fait moi, mais il paraît que c'est assez bien payé, tu trouves du boulot facilement. Oui. Donc qu'est-ce que t'as fait là-bas ? Donc je suis arrivée, j'ai été au pair, tu vis dans une famille, tu t'occupes des enfants. Je me suis dit ça je sais faire et au moins j'apprends l'anglais. Immersion totale. Ça a été quelque chose, parce que s'occuper de 2 petites filles qui avaient 6 ans et 9 ans, quand tu parles pas anglais, oui. J'avais un peu surestimé, mais... Ah oui. Mais ça s'est très bien passé, je suis tombée dans une famille qui était top, ouais. Voilà. La maman était géniale, on est toujours en contact. Ah, marrant. C'est vrai que ça dépend beaucoup des familles dans lesquelles tu tombes, quoi. C'est ça. Voilà, donc j'ai fait 4 mois comme ça. Après, j'ai changé. Ça, c'était en Western Australia, donc à l'ouest. J'ai changé de région, quoi. Je suis partie dans le nord. Et là, j'ai cherché un vrai travail, quoi. Et j'ai travaillé dans une ferme qui s'occupait de bananes et de pastèques. Génial. Voilà. C'était vraiment quelque chose. J'ai fait ça pendant 4 mois. Tu devais faire quoi ? Couper On ramassait les pastèques dans les champs. Après, c'était surtout pendant la saison des pastèques, donc c'était très orienté pastèques. Mais ça devait être super lourd en plus. Ah ouais, on est sortis de là méga musclés. Ah, tu m'étonnes. Et c'était des conditions de travail, c'était super dur, quoi. C'était super dur. Pourquoi on travaillait, je crois, ma journée la plus longue, elle a duré 14 heures. Ah oui. Ouais, et on travaillait 6 jours sur 7. Des fois, il y avait des périodes où c'était du 10-11 heures par jour. C'était vraiment quelque chose, ouais. Et c'était vraiment bien payé pour faire ça ou... C'était pas ultra... Enfin, c'était payé normal, quoi, mais c'était surtout le nombre d'heures, en fait, où tu vivais sur place, on dépensait rien. Ouais, c'est ça. Et après, t'accumulais les heures. Et t'étais logé gratuitement ? Tu payais pour l'accommodation, mais c'était vraiment pas grand-chose. Ok. Donc t'as fait ça combien de temps ? J'ai fait ça 4 mois. Pas mal, quand même. Pas mal de pastèques. Beaucoup de pastèques, beaucoup de mal de dos, mais beaucoup de rigolades. Justement, je manquais, les Français me manquaient. J'avais rencontré surtout des étrangers et tout. Je m'étais coupée des Français. Et là, je me suis retrouvée avec, on était tout un groupe de Français. On a été super soudés. Donc, beaucoup de rigolades, beaucoup de complicité. J'en garde un très bon souvenir. Pareil, je suis encore en contact avec certains d'entre eux. Pourquoi tu voulais te couper des Français ? Pareil, pour apprendre l'anglais, vraiment. Pour dire je tombe pas dans le piège, je vais en auberge, je sais pas trop comment faire, j'ai un peu peur, je suis un peu timide, je me mets avec des Français parce que je sais pas parler et après une fois que tu fais ça, c'est fichu, quoi. Et tu me disais aussi que t'avais voulu apprendre le surf, mais c'est pas là où tu as appris.
Exactement. C'était pareil. J'arrive là-bas, dire ah mais c'est génial, je vais pouvoir me mettre au surf. J'ai toujours rêvé de faire ça. Là-bas il y a du surf et tout. Sauf que là-bas la réalité m'a rattrapée. Fallait que je trouve du travail, patati patata. Donc le surf un peu aux oubliettes. Voilà. En fait, t'as beaucoup travaillé, c'est ça? Oui. Finalement. L'Australie surtout, oui. Surtout les 2 derniers mois, j'ai un peu plus profité. J'étais à Sydney, à Melbourne. Voilà, j'ai cherché un peu du travail, mais j'ai rien trouvé de fantastique. Donc voilà, j'ai profité. J'ai fait un peu de woofing aussi. Ça, c'est du volontariat aussi. T'es dans des fermes et t'aides les gens. Tu travailles beaucoup moins. Tu travailles 3-4 heures par jour en échange du logement et de la nourriture. Voilà, c'était plus cool. Ouais. Donc ça te laisse un peu de temps aussi pour voyager, pour visiter autour. C'est ça exactement. J'ai fait des road trips aussi entre temps à chaque fois. Et donc là, t'es resté, donc on est à 8 mois, je crois. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? En tout, je suis restée 1 an. Et après, je suis partie en Nouvelle-Calédonie parce que c'était pas loin et que ça me faisait rêver en fait de voir les plages tropicales, etc. Et voilà, donc j'y vais. Je passe quelques mois là-bas. J'ai un groupe d'amis super que je rencontre grâce à un ami du collège Trop marrant. Vit là-bas, qui est expat là-bas. Et là-bas, en fait, ça a été... j'ai un peu travaillé comme j'étais guide touristique à vélo. Original. Ouais, très original. J'accompagnais les Australiens et les Néo-Zélandais qui faisaient une pause dans leur croisière. Ah, trop Je les guidais en vélo de baie en baie. Je leur faisais un petit speech. C'était très drôle, mais c'était juste quelques heures. Et après, sinon, c'était vraiment visite, détente. Voilà, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et la Nouvelle-Calédonie, ça a été quelque chose de très important dans mon parcours parce que c'est là que j'ai découvert la plongée sous-marine. Alors c'est un truc, tu m'aurais dit que j'allais faire de la plongée sous-marine un jour, j'aurais jamais cru ça. J'adore l'eau, mais la peur du matériel, la peur d'être sous l'eau, tu sais, je sais pas, je pensais que j'étais pas capable de faire ça. Je pensais que c'était super dur et tout. Et en fait, j'ai fait un baptême complètement par hasard. Et au bout de même pas 30 secondes, j'ai tout oublié, le matériel, l'appréhension, tout, parce que j'étais sous l'eau et je vois toutes ces couleurs, tous ces animaux, tous ces coraux et c'était juste magique en fait. J'étais subjuguée, j'ai adoré ça et on remonte sur le bateau. On rentre sur l'île, on fait un repas et tout. Et là, le gars nous dit, si vous voulez, pour ceux qui veulent, il reste de la place pour commencer la formation de niveau 1 cet après-midi. J'ai fait, okay, direct. J'y vais. Let's go. Allez. Voilà. Et après, du coup, j'ai continué à plonger tout le temps de mon voyage. Et ouais, ça a été un moyen pour moi de connecter avec l'océan un peu plus. Et d'ailleurs, les inspirations se retrouvent aujourd'hui. N'est-ce pas? Encore. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ton salon. Je mettrai des photos. Et c'est vraiment ambiance, on est sous l'eau, quoi. Là, il y a des hippocampes, il y a des coraux, il y a des poissons. Et c'est ça qui t'a inspiré pour la suite. La Nouvelle-Calédonie, après, donc toi, tu restes combien de temps? Quelques mois. Je sais plus exactement. Je sais plus, mais je me rappelle que j'ai eu besoin de quitter l'île au bout d'un moment parce que c'était beaucoup la fête et tout, et c'était pas forcément ce que je recherchais. Dès le début, j'avais cette idée où à un moment donné, je voulais voyager en rencontrant des cultures différentes, en vraiment sortant de ce que je connaissais, tu vois, du mode de vie occidental et tout. Et ça, pour le moment, je l'avais pas fait. Et mais j'étais un peu fatiguée, tu vois, d'avoir beaucoup travaillé, d'être dans ces pays où ça coûte quand même assez cher et tout. Et l'idée, c'était, je pars à Bali. Et là, par contre, je me fous la paix pendant 1 mois. Et je me prends des hôtels, je me prends des petits cours de surf et je chill. Voilà, trop je fais cool. ça. Et Bali, j'imagine aussi un rêve. Comment tu l'imaginais Bali avant d'y aller? Bali, il y a beaucoup d'Australiens qui vont, beaucoup de voyageurs qui vont. J'imaginais comme une île quand même assez fêtarde parce que j'avais beaucoup de retours. Et après, j'imaginais ça comme une île où on peut vraiment chiller, surfer, faire des trucs un peu culturels et se reposer, que c'est pas trop cher et tout ça. Et voilà. Et je savais qu'il y avait les îles autour aussi qui étaient un peu plus atypique, on va dire, un peu moins dénaturalisé. J'avais compris aussi qu'à Bali, si tu fouilles un peu, tu peux trouver des endroits encore où tu peux découvrir la culture. Ouais, voilà. Donc j'y vais, mais vraiment dans l'esprit, j'y vais en mode chill, vacances, surf, et c'est tout. Je vais enfin démarrer le surf. Voilà. Ouais, j'y vais avec cet comme objectif ça. quand même. C'est ça, Okay. c'est ça.
Après, j'arrive, donc je passe par Perth, là où il y avait ma famille, où j'avais été au pair. Je voulais leur faire un petit coucou et je me dis bon, je passe là et je vais à Bali. Et dans cet aéroport, complètement par hasard, je rencontre une femme, une Indonésienne, et on se met à parler assez rapidement. Et ça a été une super, enfin, à l'époque, je savais pas, c'était une femme qui était très gentille et tout, mais si tu veux, elle était tellement gentille que je trouvais ça limite un peu suspicieux, un peu bizarre. Ouais, avec nos réflexes d'Européens. C'est ça. Les gens sont pas censés être sympas comme ça. C'est ça. Et une générosité, ça cache quelque chose. Ouais, voilà. Et on arrive à Bali, elle me dit mais viens avec moi, viens on va chez un ami, viens on va sur mon île et tout. Et je trouvais ça un peu étrange et tout. Je dis bon, ok, passons la soirée ensemble, mais toi plutôt viens dans mon hôtel et après on verra. On passe la soirée, tout se passe bien. Il y avait des petits trucs bizarres quand même, je savais pas trop. Mais de fil en aiguille, je décide de la suivre et le lendemain me voici partie pour Java. Ah oui, donc t'es même pas restée à Bali. Non, je suis même pas restée à Bali du tout. Ah oui, elle n'a pas vu Bali. Elle a pris un premier avion, il y avait plus de place dans son avion. J'ai attendu toute la journée à l'aéroport et j'ai pris un deuxième avion le soir pour aller sur Java en n'étant même pas sûre si elle m'avait attendu à l'aéroport ou pas. Ah oui. Elle m'a attendu. Trop sympa. Trop sympa. Et de là, j'ai passé un mois avec elle à bourlinguer dans Java, à rencontrer sa famille, etc. Incroyable. À quel moment tu t'es dit ok, en fait, j'abandonne mon plan d'aller à Bali de Chili pour suivre cette nana que j'ai rencontrée à l'aéroport? L'intuition encore. Ouais. C'était, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être potentiellement un risque et qu'il fallait que quand même je sois un peu prudente, mais j'avais l'impression aussi que si j'y allais pas, j'allais passer à côté de quelque chose et qui, tu sais, c'était plus fort. Il fallait que j'aille voir. Et est-ce que tu penses que si ça t'était arrivé, genre en arrivant à Perth, genre direct et que t'avais pas voyagé avant, t'aurais eu la même réaction? Ou est-ce que le voyage, le fait que t'aies déjà voyagé avant, ça t'a aussi appris à lâcher prise sur des trucs et Complet, ouais. Le voyage, ouais, du coup, en fait, t'aiguises tes sens, t'aiguises ton intuition. Et ouais, c'est comme si tu pouvais sentir quand tu peux avoir confiance ou pas. Alors, je dis pas que c'est quelque chose où, bah, du coup, je le sens bien et je vais faire tout et n'importe quoi. C'est pas ça. Mais que quand même, t'as des sens qui sont un peu plus affinés et tu sais quand ça sent bon, quand ça sent pas bon, à qui tu peux faire confiance. C'est intérieur, tu le sens en fait. Donc oui, je pense que le fait que ça faisait 1 an que je voyageais seule, même si c'était des pays beaucoup plus occidentaux, qui avaient rien à voir, ça m'a quand même poussée à y aller, c'est clair. Ok. Puis depuis toujours, comme tu disais, t'as appris à t'écouter aussi. Ça c'est important. Et il s'est passé quoi du coup sur cette île, sur Java? Qu'est-ce que vous avez fait? En gros, t'étais chez elle, c'est ça? C'est ça. On a vécu tout simplement dans son village. On a rencontré beaucoup de gens. Voilà, c'était simplement la vie. Et en fait, ouais, ça m'a complètement ouvert les yeux sur une autre manière de vivre, un autre rapport aux autres, un autre rapport à la vie, à la mort et tout ça. C'était super intense. Ça a été comme une forme de quête initiatique. Et de là, en fait, déjà tout le long de mon voyage en Australie, j'ai eu envie d'écrire ce que je vivais, ce que je rencontrais, les histoires des personnes que je rencontrais et tout. Et là, pendant ce voyage à Bali, je me suis dit, mais c'est incroyable, cette histoire, c'est cette personne, tout ce que j'apprends, tout ce qui se passe. Faut que j'en fasse un roman, en fait. Faut que je l'écrive, cette histoire. Donc ça, je l'ai mis dans une petite boîte bien au chaud. Parce que je vivais tellement de choses que, voilà, je pouvais pas prendre le temps d'écrire. Et après, je pars aux Philippines. Pareil, je fais 1 mois. Là, je surfe beaucoup, je plonge beaucoup, je rencontre beaucoup de gens. Et là, je me retrouve en fait face à un choix où moi, vraiment, dans le voyage, c'était comme une révélation. Je me suis vraiment trouvée, j'avais plein d'idées de projets, je voyais mon avenir en fait, je voyais un avenir tout tracé. Dans le voyage. Dans le voyage et dans des projets que je pouvais imaginer à travers le voyage. Seulement, en France, c'était une toute autre réalité parce que ma maman était malade tout simplement et ça allait de moins en moins bien. Donc j'ai fait le choix de rentrer.
Voilà, j'ai fait le choix d'être avec ma famille à ce moment-là. On savait pas trop ce qui allait se passer. Elle prenait beaucoup sur ses épaules, elle était très forte et elle minimisait beaucoup le truc, mais pareil, c'était un ressenti. Fallait que je rentre. Donc j'ai fait ce choix qui était quand même pas évident non plus parce que j'abandonnais une partie de moi-même après tout ce que j'avais vécu, mais c'était ce qui me semblait le plus juste. Et je me disais que tout ce que je vivais en voyage, je pourrais le rattraper plus tard. Tandis que ce qui se passait avec maman, je pouvais pas le rattraper. Donc je rentre en France et là je me dis ok, là on est là, t'as changé tes plans, faut que tu prennes tout ce que tu peux prendre de ce que la France a de mieux à t'offrir. T'as un diplôme et là j'ai fait les choses bien entre guillemets, tu vois. J'ai pris mon petit CDI que j'ai trouvé en 1 mois, contrairement à tout ce qu'on m'avait dit. J'ai pris mon petit CDI, j'ai acheté mon petit appartement, je me suis mis en couple, tout ça en l'espace de 6 mois. Donc, changement radical. Et le voyage, tu y pensais ou c'était en mode une page de tournée et tu verrais plus tard et tu vivais le moment présent? C'est ça. Je me suis dit, je fais ce choix. Si je fais ce choix, je le fais pleinement. Le voyage, c'est pas que j'abandonne ça définitivement, mais là, actuellement, ça fait plus partie de ma vie. Je pourrais peut-être partir en vacances. Et par contre, je m'étais dit, voilà, en étant en France, tu fais tout ça et la contrepartie, c'est que tu vas continuer le surf, tu vas continuer le snowboard, toutes ces choses qui te passionnent et qui te procurent ce sentiment de liberté comme quand t'es en voyage. Mais en fait, tu vas le continuer et ça va être un peu ton exutoire et tu vas te mettre à fond là-dedans. Donc voilà, c'était un peu la contrepartie. Le deal avec toi-même, encore une fois. C'est ça, le deal. C'est, ok, tu fais tout ça, tu fais bien les choses, tu construis ta vie, tu vois. Mais tu vas bien kiffer quand même à côté. Ouais. On n'oublie pas quand même le kiff. C'est ça. Et après, je savais que le métier d'ingénieur, c'était pas le métier de ma vie. Et je m'étais dit, c'est pas grave, tu fais ça pendant 10-20 ans. Puis un jour, quand tu seras plus mature, et tout ça, tu te feras un kiff, tu changeras de vie. Ok, et crise de la quarantaine, quoi. Voilà, c'est ça. Je m'étais dit, parfait. Anticipé. On part là-dessus. C'est parfait. Le plan est pas mal. Sauf que, je travaille comme ingénieur. 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois. Et au bout de 6 mois, pas possible, quoi. Je trouve pas ma place, je m'ennuie, je supporte pas d'être assise sur ma chaise toute la journée, ça me fait mal aux yeux, ça me fait mal au dos, je trouve pas de sens. Je trouve pas de sens et pour moi la question du sens elle est primordiale, surtout quand je vois ma maman qui est malade et je vois ça provoque en fait en moi cette urgence à vivre pleinement et pour moi j'étais pas prête à faire une demi-vie. Et là, voilà, pas de sens. Et je me dis, au bout de 6 mois, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas dans 10 ou 20 ans qu'il va falloir que tu changes. C'est maintenant et vite. Ton plan, il faut le mettre à jour, quoi. C'est il faut ça. L'adapter. Exactement. Et la question, c'était, mais quoi? Qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je me reconvertis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai passé littéralement 4 ans à quotidiennement me poser la question, qu'est-ce que je peux faire comme métier, qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui est vraiment deep et que je peux faire en fait. Donc là, t'as continué à travailler. C'est ça. Mais et quand tu dis te poser des questions, tu faisais des recherches. Exactement. C'est ça. Comment ouais. Qu'est-ce qui carrément au taf des fois où ouais. 14h, tu vas faire ta petite réunion, tu rentres de réunion à 15h, faut se remettre au travail, je vais quand même Google quelques métiers d'abord jusqu'à 15h30. Ouais, c'est vraiment ce besoin de partir, quoi, cette recherche. Ouais. Mais t'arrivais quand même à te dire, je vais au travail, quoi. Est-ce que là, l'envie de repartir voyager, elle n'est pas revenue Si, mais il y avait toujours la question aussi des sous, tu vois. Et j'avais pas trop conscience aussi qu'il y avait tous ces métiers digital nomades et tout. J'avais pas trop conscience de tout ça. Voilà. C'était le début, quoi. Ouais, c'est ça. 2016, 2017, ouais, c'était vraiment le début. En janvier 2020, tu vas recommencer à reprendre le dessin que tu n'avais pas, t'avais pas touché un crayon depuis des années. Comment est-ce que cette envie de dessiner est revenue? À quel moment? Pourquoi à ce moment-là? C'est venu progressivement en fait où je trouvais pas d'idée de reconversion et j'avais cette envie d'écrire mes romans de quand j'avais voyagé qui toquait à la porte de plus en plus fort
Et je m'étais dit, bon, ben, ok, je travaillais la journée en tant qu'ingé, et le soir, je rentre chez moi et j'écris mes romans. Sauf que, ben, là, pareil, je me heurte un peu à des blocages où, ben, le soir, j'avais pas forcément envie de me remettre à mon ordi. Et pareil, j'avais pas cette énergie forcément intellectuelle de passer à un truc littéraire et tout. D'être un truc créatif alors que toute la journée, t'as réfléchi à des trucs... C'est ça. Enfin, t'utilises ton cerveau déjà, en fait. Mon cerveau, il me disait, vas-y, laisse-moi tranquille un peu là, c'est bon, on va faire du sport, va voir tes potes. C'est déjà bien, ça pourrait être Netflix et encore. C'est ça. Tout le monde le fait. Oh, oui, j'ai eu mes périodes Netflix, y a pas de souci. Et en fait, ben, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'écriture que t'aimes tant? Ben, le côté créatif, le côté imaginatif et le côté expression de soi. Et petit à petit, je me dis, mais attends, t'aimais bien dessiner aussi quand t'étais petite. Et ça reprend toutes ces choses-là. Ça reprend ce que tu sens en toi, que t'as vraiment besoin et tout. Ben, vas-y, dessine. Et j'avais zéro objectif. J'étais juste pour un peu me libérer, calmer mon anxiété et me faire plaisir, en fait, tout simplement. Donc, je reprends mes couleurs, tac, tac, tac. Je fais mes petits dessins. Et déjà, j'adore, en fait. Ça me focalise complètement. Je vois pas le temps passer. Et je retrouve, en fait, cette passion que j'avais oubliée. Et je commence un peu à montrer mes dessins. Et je vois, en fait, qu'à travers mes dessins, j'arrive à véhiculer des émotions. Je me dis, waouh, mais c'est incroyable. Alors que mes dessins, ils sont tout pétés. Je recommence à peine à dessiner. Ouais, pour toi, c'était des petits gribouillis. C'est ça. J'ai dit, il y a peut-être un truc. Et en fait, de là, c'est allé très vite parce que j'ai réalisé que c'était un métier de dessiner, que c'était possible. Et tout faisait sens parce que, tu vois, quand j'étais étudiante, j'avais voyagé dans des capitales en Europe. Je passais limite plus de temps à prendre en photo les fresques murales et les murs que ça. Quand j'étais au lycée, j'avais une copine qui avait fait les beaux-arts. J'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais pas les beaux-arts, moi aussi? Enfin, ça avait toujours été là. C'était juste que je m'en étais coupée. Et là, pourquoi? Je pense que c'était dans cet esprit justement de rébellion, d'aller vers les autres et que du coup j'associais un peu le dessin à un truc un peu d'introverti et moi j'avais plutôt besoin de m'ouvrir vers les autres à ce moment-là et je pense quand on est ado, des fois on met à la poubelle certaines choses de quand on est petit. Oui, c'est ça. C'était une passion d'enfant, quoi. C'est ça. Mais ouais, après ouais, c'était mine de rien. Après quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que ça avait été là tout le long. Et donc là, janvier 2020. Covid. Voilà, exactement. Donc, je commence à envisager ça comme un métier, mais j'étais très loin. Il fallait que je rationalise tout ça, que je fasse un plan. Fallait que je vois comment j'allais quitter ma boîte, parce que les ruptures conventionnelles, quand t'es ingénieur, bah ils aiment pas trop ça. Enfin, ils aiment pas du tout ça. Ouais. C'est ça. Et pour moi, c'était loin. J'avais encore le temps. Et là, Covid. Chance de ma vie. C'était cadeau du ciel, je sais pas comment tu peux appeler ça. Et là, c'est ma chance, faut que je la saisisse. C'est ok, j'ai pas le temps de réfléchir, je réfléchirai en chemin. J'y vais. Parce que du coup, aéronautique, donc plus de... Aéronautique, méga touché. Ouais. Tous au chômage technique partiel. Des fois, on travaillait 2 jours par semaine, des fois, on travaillait 2 heures par semaine. Donc, autant te dire qu'on a du temps. Alors quand même, j'ai tiré le truc au maximum où ma rupture conventionnelle, je l'ai faite et elle a eu lieu en octobre-novembre 2020. Donc quand même, tu vois, j'ai essayé de rester le plus longtemps possible dans la boîte. Et quand j'ai vu qu'ils essayaient de nous replacer sur d'autres postes, dans d'autres villes, j'ai fait, voilà, là faut partir. Dis-leur que tu veux partir. C'est ça. Mais quand même assez rapidement, en fait, parce que si tu commences en janvier à dessiner... Très vite, tu l'envisages vraiment en mode non, bah je vais arrêter ingénieur et je vais faire ça. Ça allait très vite, ouais. Ça allait très vite. Ouais, c'est 10 mois, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc pendant ce temps-là, je profite aussi du chômage technique pour beaucoup surfer. Je vais dans les Landes. Je passe 1 an dans les Landes et j'explore mon style. Je me dis ok, qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont les médiums que tu veux utiliser? Quels sont les supports? Ok, moi j'aime bien être debout, bouger. J'aime bien ce qui est grand. La fresque murale, j'ai trop envie en fait d'essayer. Donc j'essaye. Je fais ma première fresque l'été 2020. Et là, je me régale en fait. J'étais là, mais c'est trop bien. Je veux faire ça toute ma vie. Chez ma sœur. Ouais. Voilà, tout simplement, elle m'a accueillie. T'as donné un mur. Elle m'a fait confiance, elle m'a dit vas-y, fais-toi plaisir. Ok, super. Trop sympa. Ouais, c'était trop chouette. Et parce que tu m'avais dit
et ça j'ai bien aimé cette phrase, je reviens juste là-dessus. Tu dis que tu avais le meilleur poste possible en tant qu'ingénieur, mais que malgré tout, tu ne te sentais pas à ta place. Je sais pas si tu veux... Exactement, c'est vrai que... Alors, attends, je suis restée 4 ans et je suis toujours restée au sein du même projet, mais j'ai changé... dès qu'il y avait une opportunité pour changer d'activité, je changeais parce que je m'ennuyais très vite. Et là, à la fin, la dernière année, j'étais vraiment sur le poste idéal, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de management, un peu de coordination, mais un peu de technique, mais de la technique pas non plus trop poussée, juste ce que j'aimais bien. Je travaillais sur des plateformes de simulateurs de vol, donc ça avait un petit côté fun. Je travaillais avec plein d'équipes différentes, donc il y avait le côté social et tout. Et on me faisait entièrement confiance. Mon équipe était top, le client était top, tout allait bien. Tous les feux étaient au vert. Et au bout d'un an, pareil, l'ennui, le pas envie. Je me rappelle, là, c'était d'ailleurs juste avant qu'il y ait le Covid. Je dois faire un document, un guide utilisateur, et là, ça bloque. J'arrive pas à le faire. Pas envie, quoi. J'ai le temps de le faire, j'ai la capacité de le faire, mais je sais pas, ça bloque. Ouais. Et je le fais pas. Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Ils n'ont jamais eu le guide. C'est ça, ils ont jamais eu le guide. Donc, bon. Et donc, t'es partie, avant d'avoir fait ce guide, en octobre, c'est ça? Voilà, 2020. Je pars en octobre. Avec le chômage, du coup, parce que coupure conventionnelle. Je m'inscris à Pôle emploi. Merci Pôle emploi. Merci Pôle emploi, merci la France, merci les impôts que moi-même j'avais payés. Oui, c'est ça, quand même. Voilà. Et tu te dis, je vais faire quoi? Parce qu'il y a aussi la dimension du voyage dans ce projet. À quel moment tu l'intègres? Alors, le voyage, c'est une bonne question, tiens. Je sais. L'idée, c'était aussi... tu changes de vie, tu changes de profession, tu trouves un métier qui est vraiment aligné avec qui tu es, ce que tu aimes faire et ce qui est un peu évident pour toi. Mais tu changes aussi d'environnement de vie. Où moi, j'aime vraiment être au contact de la nature. J'aime beaucoup les tropiques aussi. Tu vois, j'aime beaucoup rencontrer des gens, mais des gens qui sont différents de moi, en fait, de toute classe sociale, de tout horizon, de tout âge. Et ça, j'aime bien dans le dessin parce que ça me rapproche. Il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Et voilà, donc le voyage, je savais pas trop, mais je me suis dit on verra. Peut-être je vais faire des petits voyages à droite à gauche. Et là, donc je pars et je me dis ok, explore ton style, crée-toi un portfolio. Et écrit aussi. En fait, je m'étais dit je vais avoir le temps de faire tout ce que j'ai voulu faire pendant des années, sauf que j'en ai trop mis. Ouais. Forcément. Donc ça, je m'en suis vite rendu compte et j'ai fait des choix et là je me suis dit OK, concentre-toi vraiment sur le dessin, sur les fresques et petit à petit, j'ai commencé à me constituer un portfolio, à faire des murs un peu plus grands, à vraiment explorer mon univers. Et c'est en 2021 que comme ça je pars au Mexique. Voilà, en mai 2021, je pars 2 mois au Mexique. Avec quel objectif là? Faire des murs. Faire des murs. Ouais. Peindre. Ouais, ok. Peindre. Et l'inspiration aussi. Voir quelque chose d'un peu plus chaleureux, un peu plus coloré. Très coloré le Mexique, voilà. ouais. C'est ça. Je passe 2 mois, je fais des petits projets là-bas. Au début, je peignais gratuitement. Voilà, et pour justement prendre confiance dans ma technique, savoir ce que je proposais et tout. Par contre, le deal, ça a toujours été ok, je fais du gratuit, mais je vais pas faire du gratuit, par exemple, pour une entreprise, parce que voilà. Donc, je suis plus allée vers des associations, des fois des potes. Voilà, j'essaye de faire du gratuit, mais que ce soit quand même, on va dire, rationnel par rapport à la profession. Sens. Ouais, par voilà. Rapport au sens. Et qui a aussi du sens, bien sûr. Et t'étais complètement libre ou est-ce qu'il te donnait une indication où tu disais voici un mur, fais ce que tu veux? Ça dépendait vraiment des endroits. Quand tu vas dans une asso, forcément, vu que c'est gratuit et tout, ils sont trop contents. Donc c'est plus pour le moment aussi. Souvent, je fais peindre les gens avec moi. Ça, c'est chouette. Ça marche à chaque fois. J'adore. Et oui, voilà. Donc ça dépend vraiment. Et comment tu as trouvé donc ton style? On le disait, c'est très corallien. Parce que tu dis, je crois sur Instagram, tu dis que tu corallises le monde et que tu veux partager des good vibes autour de toi. Comment est-ce que t'en es arrivé à ça? Ça veut dire quoi pour toi?
Alors déjà, pour reprendre au tout début quand j'ai dessiné, je te disais, j'ai réalisé que je pouvais partager des émotions. Et là, je me suis dit, c'est à toi de choisir quelle émotion tu veux partager. Tant qu'à faire, autant partager des trucs cool qui mettent la pêche. Donc c'est pour ça que je suis partie sur un univers un peu décalé, arrondi, très coloré, limite enfantin. J'ai un style enfantin, mais ça s'adresse bien aux adultes, justement pour interpeller et dire mais c'est rigolo ce que tu fais. Tu sais, on sait pas trop. Bien sûr, ça s'adresse aussi aux enfants. Et après, l'océan, les palmiers, les coraux, tout ça c'est clairement un clin d'œil au voyage que j'aime, au pays que j'aime. Moi, je suis amoureuse des tropiques, je suis amoureuse de l'océan, des vagues, des coraux, du surf, de la plongée. Donc, c'était un peu évident que j'allais partir dans ce côté-là, tu vois. Puis c'est pas un style qu'on retrouve partout, quoi. C'est un truc que t'as réussi à créer ton propre style et en faisant quelque chose que t'aimes. Et forcément, oui, je regarde autour de nous, là, mais il y en a partout. Mais c'est trop beau, quoi. Moi, je kiffe, forcément. C'est merci. Un truc que j'adore. Et ouais, ok, super intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, des planches de surf, bien sûr. Oui, on en a à droite. C'est ça. Comment est-ce que t'es venue pourquoi peindre sur C'était pareil, c'était un clin d'œil à mon autre passion, le surf, où je suis absolument nulle en surf, mais ça m'a amusée. Nulle mais non. Là, on va voir, parce que je pars un mois dans les Landes. Enfin, je me rapproche de l'océan. Ouais. On va voir si j'ai gardé un peu. Ah oui. Parce que Snow, par contre, j'ai vu. Ouais, Snow. Ça va. Ouais. Sur des montagnes, là, il y a rien autour. Ouais, justement, je donne je suis monitrice de snowboard aussi dans une association, donc voilà, bénévolement, mais ouais, le snow, j'adore. C'était un de mes rêves. En fait, si tu veux, j'ai 2 axes de passion dans ma vie. Ça va être tout ce qui est créatif, le dessin, tout ça. Et ces sports, snowboard, surf, où justement t'es en contact avec la nature et t'as cette dimension de lâcher prise et de liberté et tout ça, et de dépassement de soi. Et les 2 sont super importants pour moi. Il y en a un, je me suis dit, ok, ça restera toujours un loisir. Ok. Et l'autre, par contre, il y a moyen de se professionnaliser dedans. Ouais. Donc, mais par contre, j'allie les 2 et j'intègre ces loisirs, cette autre passion de la glisse, en fait, dans mon univers artistique. Parce que voilà, c'est très important pour nourrit, moi. Quoi. Ouais, même voilà, la plongée, du coup, le surf, forcément, l'océan est partout dans tes dessins. Je reprends un petit peu, on parlait donc des différents projets que tu avais menés. Donc on parlait du Mexique. Il y a eu la Corse où tu as fait un projet collaboratif. À l'époque, tu l'avais pas encore fait, mais après... Oui. Quand on a fait l'interview, la première. Et du coup, est-ce que tu as eu d'autres projets qui t'ont fait kiffer, là La Corse, vraiment, j'ai trop kiffé. C'était déjà c'était pour l'université de Corse. Donc t'as plein de jeunes, t'as beaucoup de passages et tout. J'ai beaucoup échangé. J'ai fait ça en mode collaboratif. Donc les étudiants, ils sont venus dessiner dedans. Et on a fait ça en association avec une association étudiante qui s'occupe de la faune et de la flore marine du bassin méditerranéen. Donc moi j'adore tout ce qui est protection animale et tout. Enfin c'était génial. J'ai rencontré des gens géniaux. Ça c'est dans mon top 3 des projets. Et là récemment j'ai fait une fresque chez un particulier où j'ai eu champ libre à peu près, mais sur le thème marin. Et j'ai pu explorer un dessin avec beaucoup de couleurs, de vagues et tout. Et je me suis éclatée et j'ai trop aimé cette fresque. Et c'est justement un pattern que j'aimerais essayer d'amener de plus en plus dans mes créations. Donc tu bosses avec des associations, des particuliers du coup, des entreprises aussi. Voilà. Après j'ai fait des fresques pour des restaurants. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Voilà. Le café. C'est ça. Après j'ai fait des vitrines des fois pour Noël ou pour des occasions. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait ça c'était vraiment chouette. Je suis montée à Paris pour faire un live painting pour un événement de SodaStream, pour une sortie de leur nouvelle machine. Trop marrant. En fait, il y avait toute une soirée avec pas mal d'influenceurs et de monde et tout ça. Et moi, j'étais en plein milieu et je dessinais sur une structure qui avait été conçue en plexiglas et tout. Et ça, c'était trop fun aussi. J'ai beaucoup aimé faire ça. Donc finalement, les projets cool viennent à toi parce que
tu fais du cool déjà. Je sais pas comment dire, mais enfin, les marques qui t'approchent, elles te proposent des trucs assez stylés. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est vraiment cette histoire de l'univers, c'est que plus tu vas envoyer des good vibes et du positif et que t'es reconnaissant. Moi, je suis vraiment ultra reconnaissante pour mon parcours et pour les personnes que je rencontre et toutes ces chances en fait. Et plus tu ressens ça et tu le vis avec ton cœur, et plus ça te revient en fait. Ouais, tu l'incarnes. C'est clair. On va reparler un peu de la peur financière parce que donc quand t'as arrêté, t'as pu faire ces projets gratuits parce que t'avais le chômage. À quel moment tu t'es dit ok, maintenant j'ai pas le choix, faut que les gens me payent. Et comment est-ce que t'as eu ce truc de je vais pas faire payer pour mon art, ou est-ce que c'est venu naturellement? Comment est-ce que... Alors la question des prix, ça a été comment j'établis mes grilles de tarifs. Ça a été vraiment une question où j'ai passé beaucoup de temps. Mais après j'ai eu des premiers petits projets payés, mais ça allait, c'était par des personnes que je connaissais plus ou moins, voilà. Donc déjà il y a eu ça. Et après moi je m'étais dit ok, en 1 an t'as ton premier client, en 2 ans t'arrives à peu près à en vivre, parce que ça c'est l'arrêt du chômage. Et 1 an après que je me sois inscrite à Pôle Emploi, 1 mois pile poil, 1 an pile poil, j'ai un premier appel, un restaurant qui me dit ok, on a 2 restos à Lille, on veut que vous fassiez les fresques. Trop bien. Je fais ok. C'est un signe. Ok, let's go. Donc là, je me retrouve à faire mon premier vrai devis, gros devis, vu que c'était 2 restaurants, 2 murs, dont un qui faisait 11 mètres de long, je crois. Et me voilà, quelque temps après, partie à Paris avec mes stylos, mes feutres, ma peinture. Et j'arrive là-bas. Il fallait tout estimer. Il fallait estimer le matériel, il fallait estimer le temps de travail, il fallait estimer le prix. Donc c'était tout d'un coup. Et ça a été super formateur. Ça s'est super bien passé. J'ai stressé, tu peux même pas savoir. Ouais, bah oui. Mais en même temps, c'était tout ce que j'avais toujours voulu et manifesté. Et je dis, ça va le faire, faut y aller, vas-y, fais-toi confiance. Et voilà. Et c'était super formateur. Ça m'a appris énormément. Et de là, petit à petit, il y a les projets qui sont venus. Alors, je te cache pas que il y a eu beaucoup de périodes de creux. Il y en a encore. Mais c'est ça. Et je pense que c'est un truc que j'accepte de mieux en mieux, qu'il faut patienter, que il y a des périodes de creux, que là c'est encore très frais. Des fois je me dis oh là là, mais comment je vais faire et tout. Puis après je suis là, vas-y relax, c'est encore tout frais, t'es encore au début, ça va bien se passer, respire. Et puis ça s'est bien passé depuis. C'est ça, ouais. Ça va faire 2 ans du coup là que. Du coup ça c'était fin 2021, mon premier projet payé. Je m'étais déclarée, je me suis mis à la Maison des Artistes en août 2021, donc ça va faire 2 ans que je suis déclarée à la Maison des Artistes. Et ça fait 1 an et demi que je suis rémunérée, enfin que je fais des contrats, ouais. Voilà, donc c'est encore frais, donc des fois j'essaye, parce que j'ai tendance à être très exigeante, à mettre la barre haute, et après des fois ça te paralyse. Voilà, exactement. Ouais. Donc des fois j'essaye de me dire vas-y, redescends. Step by step, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Oui, c'est ça. Respire, quoi. Ok. Et donc les Landes, là, tu vas partir 1 mois. C'est quoi parce que donc on parlait un petit peu en off, tu me disais que tu avais été pas mal à Toulouse, parce que donc tu as quand même gardé ton appart à Toulouse pour avoir une espèce de pied-à-terre, c'est ça? Raconte-nous un petit peu là les projets à venir. Mon cher appartement qui a été lieu d'expérimentation et tout, je le mets en location pour justement retrouver un peu plus de liberté et me rapprocher plus de l'océan, etc. Donc là le plan c'est que je pars dans les Landes juste pour 1 mois. Ça me manque trop de surfer et voilà, avec l'envie de faire des projets là-bas, de faire des fresques sur place. Je vais voir comment ça se passe. 1 mois, ça passe assez vite, mais voilà, j'ai bien l'intention d'aller peindre là-bas. Et après, j'ai aussi un beau projet voyage d'ici 6 mois, je pense. J'ai repris un petit visa pour l'Australie. On repart en Australie. C'est ça, on repart à la base.
Donc c'est assez open. Je vais voir aussi les projets qui arrivent. J'aurai toujours un pied en France parce que voilà, j'ai des clients ici, etc. Mais voilà, l'idée c'est quand même d'aller partir voir là-bas, qu'est-ce qui se passe, de partir sur la côte est. C'est quand même une zone où le surf c'est vachement démocratisé, c'est quand même assez touristique. T'as la grande barrière de corail et tout, donc ça match à fond avec ma vibes. Et j'ai bien envie de voir ce qui se trame là-bas et d'amener mes dessins là-bas. C'est ça, ouais. Là, tu y retournes pas dans le cadre d'un PVT, si? Si, ah, oui, si. C'est le PVT, il me permet d'y aller. Et après, je vais voir. J'y vais vraiment dans l'esprit de peindre. Oui, c'est ça. Bah clairement, je pense que tu vas trouver facilement. Je le souhaite en tout cas. Merci. Trop cool. Bah écoute, on arrive à la fin de cette interview. J'ai 2 petites questions pour toi qui sont un petit peu philosophiques, on va dire. La première, c'est, attention, on en a parlé beaucoup, c'est de la liberté. Et pour toi, ça veut dire quoi, être libre? Est-ce que tu as une définition? C'est quoi ta définition de liberté pour toi? Très belle question. J'aime beaucoup. Je pense la liberté, déjà, on la rencontre quand on apprend à se connecter à soi, à sa petite voix intérieure, à ce qu'on a dans les tripes, dans le cœur. En faisant ça, en fait, on arrive à se détacher du regard de l'autre, des attentes de la société et tout ça. Et la liberté, c'est tout, et ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Mais la liberté, c'est justement vivre en fonction de ses envies et de ce qu'on a dans le cœur, avant tout. Et de ses convictions, de ses valeurs. Et réussir à s'écouter. Réussir à s'écouter, à suivre sa voie. Et on a tous des peurs, hein. Mais dire ok, elles sont là, c'est mes copines, elles sont à côté, mais c'est pas elles qu'on le contrôle. Ouais. C'est mes envies, c'est mes rêves qui vont guider ma vie. Et la vie, voilà, c'est beau, c'est un cadeau, on a énormément de chance et faut y aller à fond en fait. Faut se reposer aussi des fois, hein. Ça faut pas oublier, mais faut y aller à fond et faut pas la regarder passer, la laisser les autres ou les peurs et tout ça prendre possession de sa vie. On a la chance d'avoir ça, faut y aller quoi. Peu importe ce qu'on veut y mettre dedans, ça c'est vraiment libre à chacun. Bah, ça tombe bien, c'est la dernière question, mais du coup tu as un peu répondu. Donc le podcast s'appelle De Vraie Vie. Et c'est quoi ta définition à toi? Mais t'en as un peu parlé. Écoute Anastasia, j'ai envie de te dire, la vraie vie c'est maintenant. Waouh. C'est maintenant, c'est ici et justement c'est pas quand on sera plus beau ou plus intelligent ou qu'on nous donnera la permission ou qu'on aura plus d'argent ou que ceci ou que cela. C'est maintenant et c'est à fond. Trop bien. Merci beaucoup Alaya. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ma conversation avec Alaya. Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale et que tu veux le soutenir, le meilleur moyen c'est de m'envoyer de l'amour. Et ça c'est au choix ou tout en même temps, c'est toi qui vois, t'abonner au podcast, me suivre sur Instagram, @devraivie, m'écrire un message, laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vraiment t'es quelqu'un de super, et ça vraiment j'en suis sûre en fait, tu peux partager ce podcast à ta copine qui rêve de tout plaquer pour voyager. Et en plus tu ferais d'une pierre deux coups pour ta copine et pour moi, donc parfait. Encore merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.